Elliot, toi, tu te focalises pas dessus et s'il y a des questions, moi, je les poserai. OK, je te les poserai en direct. OK. Ça Donc, marche. bah voilà, écoute, une petite présentation et puis un petit peu ton parcours et puis au fur et à mesure, s'il y a des questions, j'interviendrai là-dessus. Problème. Bah, tout d'abord, merci, merci à toi, hein, Thomas et Nicolas. Merci, à ça évidemment à la chaîne que vous créez, à tous ces web séminars. Je vais essayer aussi d'en regarder plusieurs. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, vraiment un plaisir et un honneur d'être là et de pouvoir partager et d'échanger, ce qui est pour moi vraiment une clé très importante dans la vie de tous les jours et surtout dans notre sport, dans notre passion, qu'on partage tous. Donc voilà, comme tu me l'as dit, bah, je m'appelle Elliot Witt, je suis, franco-belge d'origine et je suis, né en France, grandi en France dans la banlieue parisienne, dans les Yvelines. J'ai eu la chance, de commencer à jouer au basket très tôt et de tomber amoureux de ce sport. J'ai joué un petit peu à droite, à gauche dans quelques clubs, au niveau régional et en championnat de France et ensuite, après une blessure et surtout, me rendre compte que j'allais pas, en vivre, professionnellement, j'ai commencé à me mettre de l'autre côté du terrain, du côté du banc et j'ai commencé à coacher très tôt à l'âge de 15 ans, dans mon club de cœur où j'ai commencé à Maison Lafitte et donc de Maison Lafitte à Poissy, au Paris-Levallois, à l'Entente Ruchen et Versailles et pour ensuite partir aux États-Unis. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance, et beaucoup de travail, mais j'ai su provoquer ma chance aussi, qui m'a permis d'arriver aux États-Unis. Alors, Donc voilà. je vais poser une première question, Elliot, justement. Comment s'est fait ce départ aux États-Unis, en fait? Comment, voilà, un matin, tu te retrouves aux États-Unis, l'opportunité qui a fait que tu pu y aller? Bah, en fait, c'est pas je pense que c'est d'abord une très bonne question. C'était pas juste une pensée ou une envie, c'était vraiment un objectif. C'était vraiment un objectif que j'avais depuis le début parce que déjà en tant que joueur, j'avais un rêve comme tout le monde de jouer aux États-Unis. Maintenant le fait, vraiment d'avoir commencé à coacher et de voir que c'était possible, j'ai eu la chance d'être mis en relation avec des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont conseillé, qui m'ont guidé et c'est vraiment ce qui a aidé à rendre mon objectif possible et parce qu'avec tout objectif, il y a une discipline à mettre en place, une communication à mettre en place et surtout, bah, voilà, mettre tous ces moyens, faire en sorte, pardon, que tout se mette en place et se donner les moyens que ça se passe. Donc voilà, j'ai eu cette chance qui s'est, heu, qui s'est voilà, qui s'est ouverte en 2015 et j'ai pu prendre l'avion pour partir en Californie directement au début, dans une filiale de l'université de Berkeley, Cal Berkeley, à San Francisco. Enfin dans la ville de Berkeley qui est une ville, heu, mitoyenne, juste à côté. Donc voilà, j'ai eu la chance d'apprendre l'anglais là-bas car je suis parti avec zéro connaissance d'anglais, vraiment zéro. Je savais dire chien, chat, bonjour, au revoir et mon nom. Donc c'était vraiment compliqué, mais ça s'est fait, voilà, avec beaucoup de réflexion et beaucoup d'accompagnement des personnes qui m'entourent, qui sont dans mon bus. Je reviendrai là-dessus après, les personnes qui sont dans mon bus. Mais donc voilà, ça s'est fait et c'est voilà et ça m'a emmené jusqu'à aujourd'hui à un pied en NBA avec l'organisation des Detroit Pistons et jusqu'à présent, ça a été quelque chose vraiment de magique. Je le dis, je le répète tout le temps avec ma famille ou mes amis, je vis encore au jour le jour dans mon rêve et j'espère ne pas me réveiller d'aussitôt, quoi. Très bien, très bien, très bien. Donc là, tu arrives en Californie, c'est ça? Mmh. Vas-y, raconte-nous un peu. Tu arrives en Californie, pas un mot d'anglais. Non, pas du tout, ouais. Heu, Je suis arrivé en Californie, j'ai fait ce qu'on appelle, ESL, donc English Second Language. Donc je suis allé à l'école, je suis allé à l'université, mais c'était pas l'université comme on pourrait aller en STAPS ou en cours de droit ou en voilà, ça faisait partie de l'université, mais c'était que des cours d'anglais pour les personnes qui parlaient pas anglais. Donc j'avais énormément d'asiatiques dans ma classe, j'avais énormément de mexicains dans ma classe. Il y avait quelques Européens, il y avait quelques Espagnols et tout ça, il y avait beaucoup d'Argentins et tout ça. Mais voilà, c'était vraiment que des personnes qui avaient un peu, le même objectif de venir aux États-Unis, d'étudier aux États-Unis
et personne vraiment pouvait. Bon, évidemment, il y avait des classes de niveau, mais donc du coup, dans mon niveau, personne ne pouvait parler anglais. Et après, plus tu montais de niveau et plus ça allait un peu mieux. On pouvait se présenter au bout d'un moment. Mais donc voilà, ça a commencé comme ça. Et donc j'ai toujours eu cette envie d'être sur les terrains tous les jours, du matin au soir, vraiment à ne jamais quitter le basket, quitte à ne pas aller à l'école ou pas faire mes devoirs ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, quand je suis arrivé en Californie et que j'ai commencé ce rôle dans l'ISL, dans My English Second Language, à vraiment me mettre dans l'anglais à 100%, j'ai un jour eu de rentrer dans le gymnase de Berkeley où il y avait un entraînement, où j'ai pu assister à l'entraînement. D'ailleurs, je crois que je n'avais pas le droit à ce moment-là, mais je suis juste rentré dans la salle et je me suis mis sur le côté. J'ai commencé à prendre des notes, tout comme j'ai pu faire au PL ou à Versailles ou à Poissy, vraiment essayer d'apprendre et de rester dans mon coin. Et j'ai eu la chance de parler directement avec le coach face à face, alors que mon anglais était vraiment pas bien du tout. Mais il m'a compris d'une certaine manière et je lui ai juste demandé si c'était possible que je puisse revenir. Je suis revenu le lendemain, très tôt, et il n'y avait pas encore entraînement. Donc j'ai attendu jusqu'à qu'il y ait entraînement. Ils m'ont vu attendre. Et donc voilà, après, du fil en aiguille, j'ai eu la chance d'être en relation avec les personnes qui s'occupaient des emplois du temps. Et puis ils me donnaient les vrais horaires. Et j'ai pu voilà, voir les entraînements individuels, collectifs, les entraînements en musculation si je le voulais. Et donc voilà, ça a pu créer un lien, déjà un premier lien avec un coach universitaire qui est Cuonzo Martins, qui est un ancien joueur NBA et qui est maintenant d'ailleurs à l'université de Missouri, avec une personne avec qui je suis toujours en contact et que je m'entends super bien. Et c'est une personne en or qui m'a beaucoup aidé et conseillé. Et donc voilà, et après l'ISL et les États-Unis, donc après l'ISL, pardon, et la Californie, ça a duré 3 mois. Et j'ai compris en fait très vite qu'aux États-Unis, il faut avoir un master pour être dans un staff. Donc, ils mettent quand même les études en valeur énormément, d'où leur système universitaire Ouais. que tout le monde connaît, j'imagine. Tu m'entends là, Elliot? Ouais. Ouais, j'ai une petite question de Pascal, avant que tu passes à la suite de ton parcours. Mhm. Il demande si ce premier cursus de SL que tu as fait est gratuit. Non, du tout. C'est ce que je dis beaucoup. J'ai la chance et l'honneur d'aider beaucoup de jeunes maintenant, garçons et filles, à partir aux États-Unis. C'est les premières choses généralement que je parle avec ces jeunes joueurs et joueuses et parents. C'est il faut voilà, au-delà d'un objectif et tout ça, il faut forcément avoir des finances, voilà, avoir un niveau d'anglais si possible. Et, euh, et après, bien sûr, avoir tout l'administratif disponible, donc tout ce qui est voilà, passeport et ce qui s'ensuit, quoi. Mais non, bien sûr, j'ai tout déboursé. J'ai eu la chance de travailler très très tôt et de vivre chez ma mère, qui a toujours tout fait pour nous, mes frères et sœurs. Et donc, j'ai jamais vraiment dépensé mon argent et j'ai toujours été éduqué d'une manière où voilà, toujours faire attention aux personnes qui nous entourent et faire attention à ce qu'on a. Donc, j'ai économisé très très vite et très très tôt. Et donc, j'ai eu cette chance d'avoir des économies et j'ai utilisé la totalité de mes économies à partir aux États-Unis. D'accord. On parle de, pour vous donner une grosse fourchette, de 45 000 euros, quoi. En totalité, pas que l'ISL, parce que quand je suis allé en junior college, j'ai dû payer ma première année, mais tout compris avec les billets d'avion et l'ISL et la Mm. Californie et le logement, j'ai dépensé ah bah, à peu près 45 000 euros. Ok, merci. Donc, pour en revenir après, donc après la Californie, après que voilà, le coach Conzo Martins est revenu sur le fonctionnement de l'université et de comment les échelons pouvaient se passer et se faire pour n'importe quel coach. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je ne suis pas joueur vraiment à la base. Quand je dis je ne suis pas joueur, ça veut dire pas NBA, pas pro, pas overseas, comme ils disent, donc avoir joué en Europe à un certain niveau. Parce que voilà, jouer en National 3 n'est pas forcément le niveau qu'ils attendent ou qu'ils parlent, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment le fait de vraiment ne pas avoir joué au basket, c'est comme ça qu'ils vont le classifier. Le fait de ne pas avoir été joueur et d'être très jeune et d'avoir une petite expérience, voilà, il faut repartir de zéro. Et donc il m'a dit, il faut que tu passes tes diplômes, il faut que tu obtiennes ton bachelor, donc ta licence, et il faut que tu obtiennes ton master pour ensuite pouvoir être dans un staff officiellement. Et après, il m'a expliqué qu'il y avait des possibilités d'être student assistant, donc être un étudiant et être un assistant sur un certain degré. Et après, tu pouvais être graduate assistant. Donc, graduate, c'est les personnes qui sont en études de master, mais qui sont aussi assistants. Et ensuite, passer dans un staff full-time à 100%. Et voilà, c'est un peu les échelons que j'ai suivis.
J'avais l'opportunité de rester en Californie, mais encore une fois, on en revient sur les problèmes des finances. Généralement, quand on commence comme ça et qu'on connaît personne et qu'on n'apporte pas forcément grand-chose sur la table en termes de recrutement, d'expérience ou quoi que ce soit, on arrive vraiment tout seul. Donc, il faut se faire tout seul, il faut persévérer, il faut se donner, voilà, il faut encore une fois provoquer sa chance d'une certaine manière. Où j'étais conscient qu'il fallait que je paye mes études et que je commence à me faire un nom pour moi-même d'une certaine manière. Et donc, Konzo Martins m'a expliqué que le junior college était des universités de 2 ans où tu pouvais obtenir un diplôme et c'était surtout beaucoup moins cher. Et des écoles aussi publiques, donc qui sont évidemment beaucoup moins chères, un peu comme le système français, les écoles publiques et les écoles privées. Donc, j'étais en contact avec Adrian Maurice qui s'occupe de European Gladiator, qui envoie aussi des jeunes aux États-Unis. À l'époque, il n'avait pas cette association, il faisait ça tout seul. Et on était en contact, on s'entendait super bien, et c'est toujours d'ailleurs le cas. Et il m'a mis en contact avec Frank Phillips, car il coachait là-bas, et il partait. Et le coach était ouvert à des coachs internationaux, car il est anglais lui-même d'origine. Et donc, je me suis mis en contact avec lui. J'ai pris l'avion et je suis allé le rencontrer aussi pour avoir une chance de rentrer dans son staff totalement bénévolement. Et j'allais m'occuper moi-même de l'école, donc m'inscrire dans l'école et passer mes classes et passer mes diplômes. Et donc, voilà, je suis arrivé ma première année à Frank Phillips et j'ai payé mes études, j'ai payé mes déplacements, mais j'étais dans le staff à 100% et j'étais un assistant à 100%. Et, euh, et voilà, après, pendant l'année, évidemment, on repart de zéro encore une fois. Donc, voilà, je prenais les rebonds, je rangeais les ballons, je faisais les machines. Voilà, c'est vraiment des choses, on repart de zéro, on est personne. Moi et mon arrogance à l'époque, surtout en France, où je pensais que voilà, j'avais la chance d'être sur des championnats de France jeunes et on a gagné quelques titres et tout ça. Donc, je pensais que j'étais le meilleur du monde. Donc, il fallait vite que je redescende sur terre. Les États-Unis est justement génial pour ça, parce que ça te fait vraiment comprendre voilà, que voilà, il faut rester reconnaissant et surtout avoir de l'humilité dans tout ce qu'on fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en place au jour le jour. Et donc voilà, repartir comme ça à Frank Phillips sur une année, avoir prouvé certaines choses, que le coach voulait que je revienne pour ma deuxième année pour être diplômé. Et je lui ai expliqué que je n'avais pas d'argent forcément pour repayer tout ça. Et donc voilà, après tout, on revient un petit peu sur la question du business qui est malheureux de mon point de vue, car pour moi, c'est un sport, c'est une passion, c'est ma vie. Donc j'aimerais que l'aspect argent parfois ne soit pas là-dedans, mais malheureusement, il y a un moment où il faut en parler. Et donc, on s'est assis avec mon coach Hackett de Frank Phillips, où il voulait que je revienne et je voulais aussi revenir. On avait eu une bonne saison. J'ai eu la chance d'être autour d'un joueur pardon, qui a terminé en NBA, qui joue aujourd'hui avec les Indiana Pacers, Alize Johnson, qui était en junior college avec nous, donc avec qui j'ai travaillé toute l'année et que ça s'est super bien passé. Donc voilà, fallait s'asseoir et expliquer que je voulais revenir, il voulait que je revienne, mais qu'au niveau financement, il fallait qu'il y ait une situation, enfin, voilà, il fallait qu'il y ait une solution qui se mette en place. Et donc, du coup, il a utilisé un scholarship qui est normalement il utilise pour des joueurs et il a utilisé un scholarship pour moi. Et en fait, du fil en aiguille, c'est parti comme ça. Et j'ai eu la chance de Frank Phillips à Texas Tech d'avoir des scholarships par les coachs grâce à ce que j'ai pu faire et prouver et montrer, et aussi grâce aussi à mes notes qui étaient très très bonnes aux États-Unis car le système est totalement différent et beaucoup mieux de mon point de vue, encore une fois. Et donc voilà. Ok, alors on a une petite question d'Alexandre qui demande si tu sais à peu près le pourcentage d'adjoints européens en, en université. Oh, euh, très bonne question. Est-ce, Pour le est-ce qu'il y en coup, a beaucoup? Est-ce que tu as croisé il n'y en a beaucoup pas, de... non, 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 il n'y en a pas beaucoup. Il y a plusieurs Africains, donc des personnes qui vont parler un petit peu français. Il va y avoir plusieurs Africains que j'ai pu rencontrer durant mes 5 années en université. J'ai rencontré un ou deux Grecs, si je ne dis pas de bêtises, et peut-être quelques-uns des pays de l'Est, mais il y en a vraiment... Non, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Je pense vraiment pas qu'il y en ait beaucoup. Donc en fait, ouais, c'est une vraie exception et voilà, nous, on est très fiers de t'avoir ce soir parce que voilà, petite Merci. exception sur l'Europe. Ok, donc parcours, ouais, je retiens deux choses hein, de ce que tu dis, c'est beaucoup d'humilité et puis aussi provoquer sa chance. S'il y a un message à retenir là sur ton début d'intervention, voilà, quand tu arrives en Californie, tu arrives pour progresser dans ton anglais et tu vas au gymnase et voilà, tu C'est provoques ta ça. chance.
Et puis derrière, c'est la même chose quand tu repars. Moi, c'est le message que tu sembles véhiculer et que tu véhicules. Et je pense que c'est important là, s'il y a des jeunes coachs ou joueurs qui nous écoutent, parce que je pense que c'est valable sur le système français aussi, c'est qu'à un moment donné, si on veut quelque chose, il faut provoquer la chance Il faut se et y donner aller les un petit moyens, peu, c'est quoi. clair. Exactement. Alors attends, Je je dois... pense que j'ai une autre question. Mhm. Euh, je- Ouais, c'est une petite private joke sur les questions, donc je te laisserai y répondre Ok. plus tard. Voilà. Texas Tech, donc derrière, tu arrives, à Texas Tech, c'est ça? Ouais, donc j'arrive à Texas Tech par le biais de Max Lefebvre, qui était dans le staff à 100%, qui est un autre Français, qui est aussi d'ailleurs un autre Français en NBA depuis l'année dernière avec les Minnesota? Minnesota Timberwolves, avec qui je m'entends super bien. C'est comme mon grand frère, on se connaît depuis des années. Euh, et donc, à l'époque où j'étais en France, je parlais déjà beaucoup, encore une fois, à provoquer ma chance, à parler avec des milliers, des centaines de coachs de prep school, de high school et d'université pour essayer d'aider des joueurs à envoyer alors qu'ils n'avaient pas forcément le niveau, parce que je ne savais pas trop ce que je faisais, mais j'essayais juste voilà, de faire ce qu'ils appellent le networking, d'avoir un maximum de connexions et d'être un maximum sociable, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans ce milieu professionnel. Si on veut réussir, malheureusement, il faut sortir de sa zone de confort. Je pense que pour moi-même, c'est pas forcément, ça fait partie de ma zone de confort d'être vraiment sociable et d'échanger avec les gens. Pour moi, c'est facile d'aller vers les gens et de pouvoir me présenter et créer voilà, et essayer de créer une espèce d'alchimie. Pour certaines personnes, c'est non, non, mais j'ai pas envie d'envoyer un message à un tel, je le connais pas, oui, mais je viens d'un tel, voilà. Et je le comprends totalement parce que ça arrive tous les jours. J'en parle tous les jours avec plusieurs personnes, mais c'est on en revient avec la même chose, le fait de vraiment sortir de sa zone de confort et de provoquer sa chance par rapport à ça. Et donc, un jour, ça arrive avec Max, où on ne se connaissait pas, ni lui ni moi, mais on a commencé à se parler. J'étais en France encore à l'époque, parler de certains prospects français. Et puis après, aux États-Unis, on est resté en contact. Il m'a beaucoup aidé et conseillé. Puis il a vu un peu le travail qu'on faisait avec Frank Phillips. Et on est arrivé en contact comme ça. Au début, moi, je regardais vraiment à repartir à Berkeley pour finir mes études et avoir un scholarship avec coach Konzo, avec qui je m'entendais énormément. On parlait pendant ces 2 années-là. Et Max m'a expliqué que voilà, à l'époque, il était à Little Rock, qui est une petite D1, et il arrivait à Texas Tech avec Coach Beard, qui était seulement à 2 heures de mon junior college. Et donc, j'ai eu l'occasion d'y aller beaucoup de fois. Voilà, j'ai passé du temps et encore une fois de l'argent. Et voilà, j'ai provoqué ma chance d'une certaine manière où j'ai vraiment montré que je voulais, dès que j'avais un temps libre, dès que c'était possible, j'y allais très tard le soir parce qu'à Texas Tech, ils travaillent très très tard. Donc, j'y allais très très tard le soir, même si je passais juste pour 1 heure ou deux alors que je faisais 2 heures de voiture aller, 2 heures de voiture retour. Juste pour voilà, essayer de montrer que je voulais vraiment avoir une chance et que je demandais rien. Je demandais juste si c'était possible que je sois là et que j'apprenne et que j'écoute. Et voilà, et Max m'a pris sous son aile. Au début, ma première année, j'ai eu une bourse grâce à mes notes de junior college et de mon diplôme. Et j'ai dû débourser quand même une petite somme à la fin pour combler les taxes et tout ça, qui n'était pas, euh, qui n'était pas énorme. Ça reste quand même une grosse somme pour la France, mais je pense que c'était à peu près 8 000 $, donc on parle de 7 000 €. C'est quand même une somme, hein, mais c'est beaucoup moins quand on voit les 50 000 ou 55 000 à l'année qu'on pourrait payer. Voilà, donc, et on parle voilà, sur 2 ans évidemment. Et voilà, la chance de rentrer dans le staff déjà, d'être rémunéré, d'être logé, d'être nourri et de seulement payer 7 000 $, voilà, avec l'argent que je gagnais et le reste de mes économies que j'avais à l'époque, quoi. Donc c'est dans ce sens-là vraiment où ça Super. s'est fait. Ok. J'ai deux petites questions. J'ai une question d'Alexandre qui demande si à Texas Tech tu as côtoyé Robert Turner, qui joue actuellement à Vitré en National 1. Robert Turner. Je ne l'ai pas côtoyé. Par contre, j'ai côtoyé Devon Thomas, qui joue à Vendée en National 1, là. Je crois que c'est D'accord. Chaland-Vendée. Todrick Gotcher, qui joue à Cholet pendant un petit moment. On avait aussi Jimmy Crockett, qui était avec le Portel l'année dernière. Ok. Et non, et après, j'ai fait que les 3 dernières années. Donc, après, tous les joueurs aux États-Unis, c'est vachement famille. Ça veut dire que même si le coach change, l'école et la culture restent la même. Donc, les joueurs formés à cette école reviennent chaque été
Donc voilà, j'ai vu John Robertson qui jouait avec Chalon quand ils étaient champions de France il y a plusieurs années, par exemple, le petit meneur super rapide. Il vient de Texas Tech, un exemple. Des choses, par exemple, je ne le savais même pas. Je le connaissais du championnat de France et il est arrivé dans le gymnase. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et on m'a dit qu'il avait joué à Texas Tech et je n'en avais aucune idée. D'ailleurs, D'accord. c'est une erreur de ma part parce que c'est des choses que je devrais savoir. Mais Et j'ai une deuxième question de Maxence qui demande euh, pour toi la grosse différence entre les staffs universitaires et les staffs français sur National 1, Pro B, Jeep Elite. Voilà, si tu as une différence à mettre en avant entre ce que tu as connu et un petit peu ce qui se passe en France. Ouais, la Jeep Elite, j'ai eu la chance et vraiment la chance de pouvoir côtoyer un staff Jeep Elite pendant 2 ans avec Christophe Denis et Thomas et Ron Stewart et tout ça au PL à l'époque au Paris-Levallois et c'était génial. Ils étaient déjà 3 coachs avec le coach Espoir et un préparateur physique et tout ça. En JUCO, je pense on a la même chose, on avait la même chose. Et en université, là, par contre, on rentre dans un. Je pense que la différence, vraiment, évidemment, c'est les moyens, c'est le moyen financier, le moyen humain. C'est malheureusement, c'est, c'est un peu ce qu'on voit de toute façon à chaque niveau, vraiment, quand on passe de National 3 à National 1 ou Pro B à Pro A, c'est vraiment le budget change pour les joueurs, le budget change pour le staff. Donc voilà, avoir plus de coachs ou des meilleurs coachs d'une certaine manière, ou certains staffs n'ont pas de préparateur physique ou de kiné. Donc, ils vont essayer de chercher ça. Et je pense que la différence que je vois vraiment en, en avançant, du moins, et maintenant en étant ici en NBA, parce que j'ai pu euh, avoir une petite relation un peu avec tout le monde depuis que je suis ici en août. C'est vraiment mon lien évidemment humain et financier qui fait que les staffs sont 100 fois plus gros, quoi. Sont 100 fois plus gros. Donc, je pense que la différence, elle reste évidemment financière pour la première remarque, évidemment. Et après, elle reste de niveau. Je pense que chacun à son niveau a ses moyens, malheureusement, d'une certaine manière. Ok. Alors, attends, je crois qu'il y a une autre question qui arrive. Bon, c'est pareil, c'est encore une private joke. Apparemment, ton cousin Greg. Mais savoir si l'éloignement de la famille, ça n'a pas été trop compliqué à gérer. C'est très compliqué. Je suis pas, il y a sûrement des personnes de ma famille qui m'écoutent d'ailleurs, ma mère ou autre, mais je n'ai jamais été vraiment quelqu'un de famille. Je vais pas vraiment m'éterniser là-dessus d'une certaine manière, mais dans le sens où j'ai vachement été seul, dans le sens où pas où j'ai été laissé seul, mais dans le sens où j'ai toujours fait mes trucs tout seul, à pas forcément communiquer. J'avais énormément de problèmes de communication et psychologique d'une certaine manière, pas dans le sens où j'étais fou, dans le sens où quelque chose qui est très important et qui commence à être mis en valeur dans le basket professionnel, c'est la psychom, donc la psychologie et communication. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a aidé à prendre une, une, une montée, entre guillemets, mais incroyable, ne serait-ce que sur moi-même en tant qu'homme, mais maintenant en tant que mari, et surtout avec ma famille et maintenant le basket, c'est vraiment le fait voilà, de comprendre, de savoir communiquer et vraiment analyser les situations. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été développé parce que moi, je suis parti aux États-Unis en me disant, je vais vivre mon rêve et tant pis qui je laisse derrière, parce que c'était les sacrifices que j'étais prêt à faire. Mais voilà, la psychom et la communication m'a appris à savoir comment communiquer voilà, avec ma famille et mes proches en étant à l'étranger. Et parce que voilà, il ne faut pas penser qu'à soi, encore une fois. Et parfois, moi, je n'ai pas forcément besoin de parler à ma famille tous les jours, mais peut-être que certaines personnes de ma famille, tout le monde est différent, ont besoin de m'entendre tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment le fait de rentrer dans cette communication qui a vraiment qui a vraiment fait toute la différence pour moi. Cette psychom a vraiment tout changé avec évidemment les personnes dans mon bus avec qui j'ai tout fait depuis le début, quoi. Ok, ok. Il y a une petite question là qui revient sur ton parcours en France. Ton parcours un petit peu au niveau des diplômes, je pense des diplômes d'entraîneur basket. Ok. Voilà, où t'en étais au moment où t'es parti, Mhm. ce que tu avais passé, etc. Alors, j'ai commencé très tôt, encore une fois. À 14 15 ans, j'aidais déjà mon président à l'époque, Monsieur Barbette, à Maison Lafitte, dans 78, où j'aidais sur l'école de basket, les poussines, les poussins, parce que je m'entraînais juste après. Et vu que j'étais tout le temps dans le gymnase à shooter,
je me faisais détruire parce qu'à chaque fois qu'il parlait, je shootais. Donc il m'a dit: «Au lieu de shooter, viens m'aider». Ça s'est vraiment un peu fait comme ça, en fait. Viens m'aider, monte les exercices, parle-leur, machin. Voilà, ils voient que tu es, un U15 région ou peu importe. Donc voilà, comme ça tu peux leur parler. En fait, ça j'ai aimé en fait, j'ai aimé vraiment, échanger, partager, aider, et surtout rendre service, pour rester vraiment dans cet humain et dans cette communication que je n'avais pas trop, mais que j'ai commencé à développer. Et si tu veux, voilà, j'ai passé mon animateur, j'ai passé mon initiateur, j'ai raté mon EJ la première fois parce que j'étais très, très arrogant et que je pensais que je savais tout alors que je ne savais pas sortir d'un écran sans ballon. Je me rappellerai toute ma vie. Dominique Richard, mais je lui parle tous les jours. C'est l'un de mes grands mentors que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie. Mais bref, donc mon EJ, que j'ai raté la première fois. Après, je suis rentré en BAPAT, qui est le niveau en dessus du BPGEPS, mais au-dessus du BAFA. Donc, ça reste un diplôme de la jeunesse et des sports. J'ai eu mon BAPAT en 1 an au lieu de 2, au CFA de Paris Saint-Germain à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Ensuite, je suis allé au CFA du PSG, mais qui est rattaché à Paris, dans le 16e, où il y a le Stade français rugby et le PSG handball. Et j'ai passé mon BPGEPS Sport Co option basket et mon BPGEPS APT sur 2 ans, évidemment, l'un après l'autre. Et j'ai passé mon EJ, mon ER, et à l'époque, c'était encore le BE. J'ai eu la chance de passer mon BE1 du tronc commun. J'ai passé mon tronc commun du BE1, qui a été validé, mais qui après ne comptait plus, car la même année, on est passé au DE malheureusement. Enfin, malheureusement d'une certaine manière. Et donc du coup, après, j'ai été redirigé sur un CQP que j'ai Mmh. passé en Île-de-France et que j'ai obtenu. Et donc après, je me suis inscrit au DE. Je manquais encore d'expérience. J'étais pas non plus super âgé parce que j'avais 18 ans. Quand j'avais tout ça, j'ai eu tous mes BPGES, mon BAPAT et mon CQP, j'avais 18 ans. Je me suis inscrit au DE, j'étais trop jeune et pas assez d'expérience. J'avais déjà fait le PL et tout ça. Et donc, je suis allé à Versailles en continuant des BPGEPS et des formations alternatives, entre guillemets, en apprentissage, où j'ai essayé de prendre l'expérience en étant sur de l'assistanat et du coaching principal sur du championnat de France et du championnat région, euh, sur 2 ans, 2 années de suite. Et voilà, j'ai été souvent recalé de cette formation DE, et voilà, encore une fois, cet objectif des États-Unis était là et se mettait en place de plus en plus. Mais à la base, je voulais passer mon DE, mais voilà, donc j'ai pas eu cette opportunité de passer le DE avec la fédération, et donc je suis parti aux États-Unis directement. Et après, du moment où je suis monté dans l'avion, vous connaissez la suite. On a parlé de Cal on a parlé de Berkeley, on a parlé de Montjuico et ensuite Texas Tech et puis maintenant Détroit. Mais ouais, donc je suis que titulaire de BPGEPS et du CQP officiellement. Comme quoi, tout est possible quand même. Tout est possible. C'est clair. Euh, Moi, j'aimerais juste là, ça fait une demi-heure déjà qu'on est sur ton parcours. Tu nous parles un petit peu de ton arrivée justement à Détroit, et puis ton rôle, un petit peu plus sur la vidéo. Voilà, nous dire un petit peu, bon, même si ça n'a pas encore commencé, mais voilà, comment t'en es arrivé là. Si j'ai bien suivi, c'est encore une histoire de réseau, vraiment important. Complètement, Et surtout, voilà. surtout en NBA. Et, Surtout en NBA. et puis un petit peu ton rôle aujourd'hui, et puis comment tu travailles derrière, enfin comment tu vas travailler si tu as déjà abordé tout ça. Ouais, bah, la NBA, j'ai compris très tôt et très vite, par le biais d'autres évidemment, connexions que j'avais, que ce soit en NBA ou aux États-Unis ou même en France, par de joueurs professionnels qui jouaient en NBA, qui me disaient que voilà, c'est vraiment qui tu connais et qui te connaît également. Parce que dire que je te connais toi, Thomas, mais que si quelqu'un vient te voir et tu connais Elliot, Thomas, c'est qui? Non? Enfin voilà, donc c'est vraiment, c'est dans les 2 sens. Aux États-Unis, on utilise vraiment ce win-win, la win-win situation, donc le fait que ça aille dans les 2 sens. Donc voilà, les connexions m'ont vraiment fait comprendre qu'il fallait que voilà, que tu te mettes en relation avec beaucoup de monde, que tu restes en contact, que tu
que tu montes sur certains projets, que tu sois capable d'aider sur ceci, cela, que tu puisses rendre des services. Le fait que je sois français, que je parle français et d'autres langues et que je sois connecté avec certains agents, certaines agences également et certains joueurs professionnels et prospects NBA, que je puisse donner voilà, de ce qu'ils appellent de l'intel, donc ce qui se passe dans leur vie, sur le terrain, comment ils sont, leur vie de famille, aussi avoir des rapports sur joueurs. Et après, bah, parler de mettre en avant moi ce que je faisais à Texas Tech. J'ai eu la chance d'être dans l'un des meilleurs programmes du pays où on a eu des joueurs qui allaient en NBA chaque année, plusieurs joueurs d'ailleurs chaque année qui allaient en NBA, avec des coachs aussi qui continuaient de monter. Voilà, et ça a été vraiment tout ça qui s'est mis ensemble. Et je pense que, encore une fois, il faut persévérer. Et il faut savoir ce qu'on veut. Et j'avais un objectif, c'est d'aller en NBA. On m'a dit que c'était la manière de rentrer. Tu n'as jamais joué NBA, tu n'as jamais joué pro. Il va falloir que tu rentres par la petite porte, qui sera sûrement du coup la vidéo, parce que tu ne vas pas arriver en tant qu'assistant coach directement, surtout à ton âge, avec ton expérience. Donc, tu vas rentrer par la vidéo. J'étais coordinateur vidéo à Texas Tech. Donc, j'avais cet outil déjà. J'avais l'outil de pouvoir être sur le terrain et de pouvoir coacher un petit peu par rapport à mon expérience en France. Voilà, et pouvoir être entraîné individuellement aussi avec ce qui s'est passé en France et aux États-Unis. Donc voilà, mettre ça en valeur, le fait que je puisse intervenir sur la vidéo, sur le terrain, et que voilà, les relations que j'ai en France ou même en Europe par les agences et les agents, que certaines équipes probablement n'ont pas, ou du moins pas de cette manière, et voilà, qui me donne un peu, entre guillemets, des cartes à jouer. Et voilà, et donc j'ai provoqué ma chance dans ce sens-là, à vraiment mettre des choses en valeur, tout en restant dans l'humilité, dans la reconnaissance, où je pouvais vraiment juste aider, vraiment dans le sens d'aider et de rendre service, et pas juste me mettre en avant, ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Voilà, et ça a vraiment été dans ce sens-là que ça s'est passé. Et voilà, ça a été très dur parce que chaque année, je faisais plus de relations et de connexions. Chaque année, j'allais à la Summer League. Chaque année, je travaillais à la Summer League, parfois un jour, parfois 2 jours, pour une équipe ou l'autre, juste à aider sur quelques trucs vidéo, sur quelques idées, totalement bénévolement parce qu'il faut commencer comme ça. Il ne faut jamais attendre quoi que ce soit. Hem et voilà, et voir certaines personnes que je connaissais monter, j'étais très, très content pour eux, mais voilà, j'étais aussi un petit peu impatient, mais je pense qu'il faut garder les pieds sur terre, parce qu'à l'époque, voilà, moi, j'ai que 25 ans maintenant, mais à l'époque, j'avais 23 et puis avant ça, j'avais 22 et puis après ça, j'avais 24. Enfin, voilà, donc il y a des gens qui rentrent en NBA à 40, à 35, à 30, il y en a qui rentrent jamais non plus, donc voilà, et je pense qu'il faut persévérer, il faut continuer, mais il faut garder la tête froide, il faut continuer à avancer et ce qui doit se faire se fasse. Ce qui doit se faire voilà, ce qui doit se passer se passera. Et voilà, et c'est vraiment ces connexions et le fait d'avoir encore une fois des bonnes personnes dans son bus qui sont avec nous d'un point A à un point B, et voilà, et savoir jusqu'où tu es prêt à aller pour y arriver et voilà, qui vont vraiment t'aider à vraiment à décrocher tes objectifs. Ok. Bon, on a une ou deux questions là qui sont arrivées, mais comme tu en as beaucoup parlé, euh, cette notion de bus, mets-la-nous vraiment en avant et Alors je vais vous définis-nous un donner petit peu ça ta marche. définition du bus. Je pense que ça peut être voilà, quelque chose Bien sûr. d'important et ça illustre bien un petit peu ton parcours et Mmh. comment ton cheminement s'est fait à travers tes objectifs. C'est une bonne question parce que beaucoup de gens me demandent, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, même si je suis pas vraiment, vraiment, moi j'essaie d'être un maximum dans la vie et dans l'échange plus que dans les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je poste souvent des choses où je mets des bus, des icônes ou quoi que ce soit, et les gens me demandent à chaque fois, c'est quoi cette histoire de bus? Et en fait, c'est comme ça que je vis ma vie. C'est comme ça que c'est ce que je crois, ce sont mes valeurs. Et en fait, l'histoire du bus, c'est simple. On a chacun un bus. On est chacun conducteur de notre bus. Et en fait, dans notre bus, je suis conducteur de mon bus et je suis à un point A pour aller à un point B. Mon point B, qui n'est pas encore réalisé, voilà, est mon objectif final à long terme. Maintenant, un bus, comme dans n'importe quel bus, dans n'importe quelle ville, il fait des arrêts. Et à chaque arrêt, il y a des gens qui sortent du bus, tout comme il y a des gens qui rentrent dans le bus. Et ça, c'est des choses qu'il faut comprendre, qui sont parfois compliquées à admettre et surtout à mettre en place. Et on en revient sur la gestion du temps, la gestion de ses objectifs, savoir, voilà, comprendre quelles sont ses priorités. Et c'est ces choses-là qui font que, voilà, la réalité, pour vous donner une image, j'avais 50 millions d'amis, quand j'ai commencé, vous savez? Mais, après quand on continue et qu'on commence à vraiment tout sacrifier,
à faire que ça, parce que moi, quand je rentre chez moi, je regarde du basket. Quand je me réveille, je regarde du basket. Je ne vais pas sur Facebook ou quoi que ce soit. Je fais que ça. Je fais que parler avec des joueurs, des agents ou quoi que ce soit. C'est vraiment de tout ce que je fais est relative et fixé sur le basket et rien d'autre. Et voilà. C'est ma valeur du bus. C'est que je suis d'un point A à un point B et que je sais que sur mon chemin, je vais faire des arrêts qui sont, voilà, j'ai fait mon CQP, je suis allé à Versailles, je suis allé au Paris-Levallois, ça a été mes arrêts. Aller à Frank Phillips, aller à Berkeley, aller à Texas Tech, mais être maintenant à Détroit, ce n'est pas la finalité, car je sais mon objectif à long terme n'est pas encore réalisé. Donc, est-ce qu'il se fera à Détroit? Très bien. Est-ce qu'il ne se fera pas à Détroit? Voilà, je verrai. Pour l'instant, j'attends ce qui se passe. Je suis à un arrêt et, et j'attends d'arriver à mon point final qui est justement le point B. Et où je voulais en venir sur les personnes qui montent et qui descendent, c'est que malheureusement, on est dans un monde où il y a beaucoup déjà de fausses personnes qui vont pas forcément croire ou vous aider à vous envoyer où vous voulez y aller. Et ça c'est quelque chose qui est très important parce il faut en être conscient. Il faut savoir, voilà, enlever toutes les distractions de votre vie et vraiment garder dans votre bus des personnes qui sont importantes et qui savent où vous voulez aller. Ça veut dire qu'ils sont là dans les bons jours, si je suis un joueur quand j'ai des bons matchs et si je suis un joueur quand je me fais couper, quand j'ai des mauvais matchs, qui sont là dans les mauvais jours. Parce que les gens, ils vont monter et descendre de votre bus, les opportunistes, les faux, les vrais, la famille, voilà. Il y a beaucoup de gens dans votre bus. Maintenant, c'est à vous vraiment de gérer, et c'est sur ça que je veux en venir, et c'est là-dessus que j'essaie d'accompagner beaucoup de joueurs et de joueuses qui sont aux États-Unis ou en France. C'est le fait de, voilà, là j'en parlais beaucoup avec Théo Malédon, avec qui je travaille depuis plusieurs années, et je lui disais beaucoup, là maintenant que tu vas arriver en NBA, machin et tout, voilà, les millions, l'argent, le machin, le truc, il y a des gens qui vont monter dans ton bus sans que tu t'en rendes compte, parce que tu vas attirer l'œil. Et ça peut être les opportunistes, les faux. Qui veut vraiment ton bien ou qui veut vraiment obtenir quelque chose de toi? Et voilà. Et une fois que tu t'es blessé ou tu te fais couper, ces personnes-là, ils seront déjà, tu t'en entendras plus parler. Et c'est là où je veux en venir sur mon bus. C'est le fait vraiment d'avoir ces valeurs, de savoir où on veut aller, de tout donner, de surtout pas s'arrêter et d'être conscient de plusieurs choses. Surtout d'être conscient que le temps n'est pas donné à tout le monde. Et c'est quelque chose que mon coach dit très souvent à Texas Tech et quelque chose que je crois également, c'est que le jour où on est un jour sur notre lit de mort avant de mourir, on ne va pas espérer avoir plus d'argent. On va espérer avoir plus de temps. C'est la seule chose qu'on espérera. J'aurais espéré avoir plus de temps pour faire tellement de choses. Donc le temps, c'est tellement important et en même temps, c'est tellement pas garanti. Aux États-Unis, ils disent tout le temps tomorrow is never promised. Donc demain n'est pas promis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à Détroit, mais si mon coach se fait virer demain, moi peut-être j'ai plus de travail. Et c'est des choses il faut comprendre, il faut analyser, il faut en être conscient. Et c'est pour ça qu'il faut surtout garder ses yeux vraiment fixés sur une chose et rester vraiment dans son bus et être fixé vraiment sur qu'une seule chose et être conscient de tout ça. Avec des valeurs très fortes qui, quoi qu'il arrive, sur tout ce qui peut vous arriver de bien ou de mal, vous restez vous-même et vous restez dans vos valeurs. Et moi, les miennes, du moins mes valeurs, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup même, mais mes principales sont évidemment la psychome, le fait de savoir analyser, m'adapter, anticiper les situations et savoir communiquer, savoir conduire mon bus et savoir qui est à l'intérieur, sur qui je peux compter et qui je dois parfois sortir de mon bus également, parce que vous pouvez aussi sortir des gens de votre bus. Et surtout, être conscient que je veux gérer mes priorités. Je connais mes priorités, ceci est ma priorité. Et je ne remets rien à demain. Je ne vais pas dormir tant que ce n'est pas terminé. Ça, c'est une mentalité, je pense, qu'il faut avoir et qui n'a pas partout. Et c'est ce qui peut vraiment créer une différence. Super. Merci, merci Elliot là-dessus. Moi, j'ai 2 questions, et j'en ai une qui est forcément sur, le trajet de ton bus. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient savoir, l'arrivée, où est-ce qu'elle est prévue? Le point B, Bah, c'est quoi? l'arrivée, mon objectif, c'est de devenir un jour head coach, de devenir coach principal d'une équipe NBA. Encore une fois, si ça arrive, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ferai tout pour y arriver. Encore une fois, rien n'est garanti, tout comme le temps n'est pas garanti. Alors aujourd'hui, on est en bonne santé, je suis en bonne santé, Dieu merci, mais on ne sait jamais demain ce qui peut arriver. Et oui, mon point B serait de devenir head coach en NBA et également de coacher une équipe nationale et de pouvoir coacher aux Jeux Olympiques. Ça, c'est vraiment quelque chose,
C'est vraiment quelque chose qui m'importe énormément et qui me tient vraiment à cœur. Et c'est juste pour revenir sur l'histoire du bus, évidemment, ça peut paraître compliqué, facile ou quoi que ce soit ou un peu cohérent ou incohérent pour certaines personnes et je le comprends totalement. Mais où je veux en venir avec le bus, les gens autour de vous, votre entourage, voilà, si vous y arrivez à vos objectifs ou pas, c'est vraiment le fait de comprendre qu'il il y a quelqu'un avec qui j'étais au téléphone encore hier, qui compte énormément pour moi et qui m'a dit quelque chose de très important que j'ai noté. Parce que je suis quelqu'un qui prend énormément de notes, tout comme depuis le PL d'ailleurs, et qui m'a dit quelque chose de très important et c'est quelque chose que je vais vous dire aujourd'hui, qui ne vient pas de moi, mais que je vais garder maintenant jusqu'à plus tard. C'est: «N'est-il pas préférable d'avoir des échecs que des regrets?» Et ça, c'est quelque chose qui pour moi fait tilt. C'est des choses qui me parlent parce que c'est comment je vis ma vie. Voilà, c'est OK, si j'arrive pas à mon point B, qu'est-ce qui se passe? Ça, je verrai plus tard. Moi, ce qui est sûr, c'est que je préfère vivre avec, voilà, le fait de me dire que j'ai pas réussi mon objectif, mais j'ai tout fait pour. Plutôt que: «Ah non, ça a été trop dur», au lieu de me donner à fond, au lieu d'avoir tout essayé là, je préférais me dire: «Non, bah, on va plutôt faire autre chose». Et c'est vraiment cette chose-là qui est très importante. Génial. Moi, bon, tout le monde est d'accord avec ce que tu dis et je pense que tu as convaincu beaucoup de personnes avec ton discours qui est à la fois plein de maturité et d'humilité. J'ai une petite question par rapport à tes formations. Et c'est un peu une demande de conseil. C'est JB. Il fait un BPGEPS Sport Co mention basket. OK. Le mieux pour J'ai fait le toi, même, j'ai fait le même. voilà. Et justement, il dit, t'as enchaîné. Est-ce que le mieux, c'est d'enchaîner un autre BP ou d'enchaîner un DE, selon toi? Heu, alors c'est une très bonne question. En même temps, j'ai envie de répondre malheureusement, je suis peut-être pas la bonne personne pour, répondre à cette question. Moi, si ça tenait qu'à moi, du moins à l'époque, je voulais tout faire fédération. Mais vu que j'avais pas assez d'expérience et que j'étais trop jeune, on m'a fait comprendre, pardon, qu'il fallait aussi que je continue à faire le diplôme en tant qu'éducateur afin de, voilà, de devenir heu, plus compétent sur la psychologie, sur l'adaptation, sur l'éducation, sur la pédagogie, de comment, voilà, mettre en place certaines choses et c'est pour ça que les BPGEPS sont rentrés en compte, pour me donner justement des années en plus en tant qu'apprenti et de pouvoir rester, de pouvoir toujours coacher dans des clubs, en tant qu'apprenti et d'apprendre aussi au lieu de juste arrêter l'école et les formations et juste attendre, coacher jusqu'à un jour ils m'acceptent au DE. Je pense que mais si j'avais eu l'occasion après mon ERCQP et mon 1er BPJEP, si j'avais eu l'occasion de rentrer en DE, j'y serais allé directement parce que c'est ce que je voilà, c'est ce que je veux en premier. Moi je voyais mon chemin sur le DE, le DES, mais à l'époque le BE1, le BE2 et parce que dans ma tête, je voulais être assistant de Christophe Denis, Ron Stewart, Thomas Drouot au PL. C'est parce que c'était ma vision des choses, c'est ce que j'ai vu très, très jeune et au début et c'est comme ça, en fait, que tu as commencé. Mais je pense que si tu veux être entraîneur, JB, tu m'as dit son prénom. Ouais, Si JB, tu veux être entraîneur professionnel ou tu veux que ce soit ton métier à plein temps, ou tu veux en vivre et pas juste coacher le soir ou coacher une équipe à droite à gauche, je pense que si tu as l'opportunité à l'heure d'aujourd'hui de rentrer directement en DE, ça ne sert à rien, je pense, pour moi du moins, de s'éparpiller à droite à gauche sur d'autres BPGEPS car, ils vont te donner d'autres connaissances, mais qui vont pas forcément te disperser, mais juste te donner des connaissances qui risquent de t'aider aussi, évidemment, parce que tu peux toujours apprendre de tout. Mais si tu veux vraiment être fixé sur le basket, autant entre guillemets «pas perdre de temps» d'une certaine manière. Encore une fois, il faut pas l'interpréter, mais, pas perdre de temps dans le sens où voilà, autant aller directement au DE et commencer le plus vite possible, plutôt qu'entre guillemets «prendre une année de retard», parce qu'on en revient encore une fois sur la gestion du temps et savoir gérer ses priorités et ses objectifs. ok. J'ai deux questions qui sont arrivées. Il y a une première. Est-ce que tu as un avis sur le DAVB, le diplôme d'assistant vidéo qui a été mis en place par la Fédé? Zéro. Malheureusement, j'ai aucune idée de j'en ai bien entendu, parler plusieurs fois. Je sais que d'ailleurs, pardon, excusez-moi, j'ai des réflexes en anglais. Mais, d'ailleurs, quand j'étais à Versailles après mon 1er BPGEPS, parce que j'ai été refusé du DE, avant que je fasse mon autre BPGEPS APT, Philippe Pham, qui était, l'un des membres du bureau et le président du comité des Yvelines,
Justement, m'avait parlé, on peut peut-être essayer justement de te mettre sur l'assistanat vidéo, sur le diplôme de l'assistanat vidéo, même si c'est quelque chose à l'époque que je ne faisais pas du tout, juste pour que ça me rapproche d'une étape du DE, parce qu'on me refusait à cause de mon expérience et de mon âge. C'est quelque chose que j'allais faire sans aucun problème, mais sauf que pour faire le diplôme de vidéo, il fallait déjà avoir le DE apparemment. Donc C'est ça. j'étais bloqué, je suis reparti en BPJF SAPT, pas de problème, on reste positif, c'est juste un arrêt de plus avec mon bus et on arrivera où on voudra arriver. Voilà, il faut pas, je pense qu'il faut, et c'est vraiment quelque chose de super important, rester positif. Et s'il y a des étapes et des arrêts, et n'importe quel bus, dans n'importe quelle ville, il fait des arrêts. Parfois, il fait pas les arrêts Et, qu'il veut, hein, mais il fait des arrêts. et par rapport à la vidéo, justement, comment tu t'es formé, toi, sur ça? Tu t'es formé un peu seul, parce que là, on parle du DAVB qui est une formation fédérale qui permet d'avoir certaines connaissances. Toi, un peu plus autodidacte ou voilà, tu as fait des Complètement. choses, vu des choses? Complètement, j'ai eu Max qui m'a pris sous son aile, qui, faisait déjà beaucoup de vidéos tout seul et qui a été totalement autodidacte. C'est pour ça que je m'entends très, très bien avec lui parce qu'on est pareil sur beaucoup de plans, ne serait-ce que la manière de travailler ou de penser et tout ça. Mais, il a été pareil, il a été autodidacte, il a appris ça tout seul avant même que j'ai eu la chance de travailler pour lui et quand je suis arrivé, il m'a pris sous son aile, il m'a expliqué, ce qu'il faisait, comment il faisait ceci, cela pour le coach, comment le logiciel fonctionnait, du moins ce qu'il savait. Et j'ai essayé après un maximum de faire le plus pour moi. Et je me rappelle, ils avaient un livre qui coûtait, je crois 40 et je l'ai acheté et je l'ai lu 3, 4 fois, 5 fois et je déteste lire. Ma famille pourront vous le dire, je déteste lire. C'est l'un de mes plus gros défauts, je déteste lire, sauf quand ça m'intéresse. Donc je lis que ce qu'il y a du basket et là, c'était un truc de logiciel vidéo et encore une fois, j'en reviens sur mes connexions et j'en reviens sur, voilà, mon bus, les gens qui m'entourent. Tout le monde me dit: «Il faut que tu aies des connexions, il faut que tu sortes de l'ordinaire», dans le sens, il faut que tu aies plusieurs, voilà, flèches à ton arc. Et le fait que tu aies des relations en France avec des joueurs, des agents, des agences et aussi en Europe, très bien. Tu peux intervenir sur le terrain individuellement, collectivement, très bien. Bah, on va rajouter la vidéo, autant en avoir le plus possible. Donc voilà, j'ai vu ça comme vraiment une opportunité à pouvoir, ça allait sûrement provoquer ma chance un jour et ça l'a fait complètement car c'est la chose qui m'a aidé à venir ici à Détroit pour pouvoir être dans la salle vidéo aussi bien que sur le terrain individuellement. Et c'est vraiment ça et c'est le fait d'avoir j'ai tout lu 3 4 fois et j'ai essayé des trucs que même on n'utilisait pas ou qu'on n'avait pas besoin et je le dis très souvent parce que j'ai eu la chance après de pouvoir échanger et partager et aider à faire progresser d'autres managers et GA et tout ça et gradués d'assistants à Texas Tech après, qui d'ailleurs ont pris ma place quand je suis parti. Je leur disais souvent: «Moi, je suis allé à YouTube University». Parce que maintenant de nos jours, il y a tout sur internet et c'est une réalité, hein. Il y a vraiment tout sur internet. Si aujourd'hui, ce soir et vous le faites et encore une fois, vous le faites quand vous voulez, mais si vous voulez apprendre Synergy, si vous voulez apprendre Sports Code, si vous voulez apprendre peu importe les logiciels de vidéo, peu importe ce qu'on utilise, car en Euroleague, en Pro A ou en NBA, à part quelques équipes, on utilise les mêmes, c'est Sports Code et Synergy. Donc, tout se trouve sur internet. Et il suffit juste de vraiment bien chercher et tout ça, mais vous pouvez trouver tellement de choses et c'est quelque chose que voilà, prendre des personnes qui l'ont déjà utilisé, lire, les livres que j'ai pu trouver, acheter et tout ça et aller sur internet et voir des gars qui parlaient d'autres langues, je comprenais rien, mais juste je voyais ce qu'ils faisaient en fait et juste je refaisais la même chose, je dis: «Ah mais c'est super ça en fait». On l'utilise pas, mais c'est à savoir, ça peut être super cool et voilà, en fait, c'est vraiment que ça, quoi. Ça a été vraiment Super. que ça. Donc il y a Albin qui posait une question, savoir quel logiciel tu utilisais, donc Sports Code et Synergie, c'est ça? En université, ouais, en Ouais. junior college, encore une fois, on en revient sur l'aspect financier. En junior college, on avait que Synergy parce que Sports Code, ça coûte énormément d'argent. Donc on avait que Synergy, et on avait que accès au junior college garçons-filles parce qu'à Synergy, vous avez plusieurs, étapes, enfin bref, avec, Mm. FIBA international, les AAU, les D1, enfin bref, garçons-filles, c'est un truc, c'est immense. Il y a tellement de choix, c'est ce qui est génial. Arrivé à Texas Tech, on faisait synergie et on avait accès à beaucoup de choses parce qu'on regardait la FIBA chez les jeunes en termes de recrutement. On regardait les jeunes en high school aussi, donc on avait accès aux high school, au circuit, pardon, AAU, Nike, Adidas et Under Armour. Donc on avait aussi accès à tout cela et qui a été rattaché à Synergy. Après, on utilisait Holo, donc Holo qui est une attache de Sports Code, qui est aussi une manière de travailler.
Et après, évidemment, bah, Sports Code. Donc, on utilisait vraiment ces trois-là. Maintenant, en NBA, on utilise vraiment Synergy et Sports Code. Et là, depuis quelques années, on a ce qu'on appelle Second Spectrum qu'ils utilisent beaucoup. Et c'est un espèce de synergie un peu plus avancée. Très bien, très bien, très bien. Euh, on a une dernière question, et puis après, on va te laisser te remercier. Si tu as une anecdote un petit peu sur ton parcours, ou une anecdote qui t'a marqué, voilà, sur des personnes que tu aurais rencontrées, ou je pense que tu en as des milliers peut-être, Ouais. mais une anecdote peut-être un peu folle, que tu peux partager ce soir avec les gens qui sont là. Bah, il y en a eu une ce matin, qui était totalement nouvelle pour moi et totalement folle. C'est que, je travaillais individuellement pendant 2 semaines avec Bruce Brown, qui vient de Miami, qui joue ici depuis 2 ans, qui a été drafté ici en deuxième tour. Et on allait justement shooter, s'entraîner et puis il a eu un appel du GM qui lui dit: «Bon, bah, dans 2 heures, il faut que tu sois à l'aéroport, tu viens d'être tradé à Brooklyn». Voilà, c'est des trucs, c'est incroyable. C'est des trucs, tu n'imagines pas, quoi. Et c'est là où on en revient encore une fois malheureusement sur l'histoire de c'est ma passion, c'est ma vie, mais il y a un côté toujours business dans tout ça qui fait que c'est compliqué. Tu crées des relations à droite à gauche, mais c'est le monde de la NBA, c'est comme ça. En Pro A et tout, c'est arrivé aussi. Mais voilà, c'est une anecdote, pas forcément sympa, mais c'est une anecdote, c'est l'une de mes premières anecdotes NBA, quoi. Très bien. Ça a été annoncé un peu, ça fait plusieurs heures que ça a été annoncé là sur internet, mais du coup, voilà, c'est une des anecdotes, parmi tant d'autres. Super. Je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Euh, Merci pour ta présentation, ton parcours, même si ça fait quasiment 1 heure, hein, qu'on est ensemble, même si voilà, ça a été vite, et tu as balayé ces quelques années aux États-Unis. Je vais te laisser, si tu veux, conclure un petit peu, si tu as un message que tu veux passer aux gens qui nous suivent aujourd'hui, si tu veux conclure. Voilà, je te laisse un petit peu le mot de la fin, on va dire. Bah, pour terminer, pour conclure d'une certaine manière, la première chose, c'est que je j'ai pas envie que ça soit mal pris de n'importe quelle manière et qui est, voilà, il y a à aucun moment il y a de l'arrogance ou du narcissisme. Mais c'est vraiment, voilà, moi je suis vraiment comme vous tous. J'ai rien de plus ou quoi que ce soit. J'ai juste, eu la chance très, très tôt de rencontrer beaucoup de personnes et de travailler très, très dur. Et je sais que ça peut paraître péjoratif parce que beaucoup de gens vont se dire: «Mais moi aussi je travaille dur et ça ne m'arrive pas». Et j'étais exactement comme vous. Chaque année, partout où j'étais, dans chaque club, j'avais l'impression de travailler plus que tout le monde. C'est quelque chose que je pense que tout le monde doit avoir. On doit vraiment avoir cette urgence dans le sens où, on veut vraiment tout faire bien, pas juste vite, mais bien, et vraiment être le premier et le dernier sur tout, en termes d'horaire évidemment, d'être le premier partout et d'être le dernier à partir partout et de vraiment être celui ou celle qui, voilà, qui rend service, qui est partout à droite à gauche et encore une fois, qui fait ça pour donner et pas forcément pour recevoir. Parce que je pense que en donnant, sans même s'en rendre compte, on reçoit. Et moi, je m'en rends compte vraiment chaque jour, par ce que je vis tous les jours. C'est vraiment, je pense vraiment pas à ce qui va se passer demain. J'essaie de vraiment vivre au jour le jour parce que, encore une fois, demain n'est pas promis. Donc, je fais un maximum. Je fais un maximum tous les jours pour faire de mon mieux parce que je me dis que voilà, euh, quelque chose que je dis à beaucoup de joueurs aussi, c'est que moi, je suis en one day contract. C'est que chaque jour, c'est qu'un jour de contrat. Et est-ce que je vais être renouvelé demain? J'en sais rien. Et c'est un contrat avec moi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été le meilleur que moi-même? Aujourd'hui, on m'a demandé quelque chose qui prend énormément de temps. Je suis allé me coucher à 2 heures du matin. Pourquoi je suis pas resté debout toute la nuit pour le finir? Pourquoi? Ça, c'est quelque chose qui, voilà, c'est des exemples que je vous donne qui paraît gros et qui paraît un peu bizarre, mais c'est la réalité. C'est cette discipline qui, voilà, que chacun a. Il y en a qui vont se dire, bon, moi, je verrai ça demain. Il y en a qui vont dire, je vais en faire un petit peu, je vais faire la moitié, et je vais en faire, je suis fatigué, je vais me coucher. Ou est-ce que je vais continuer jusqu'à que je termine? Une fois que je termine, je vais me coucher. Ah, mais je vais me réveiller dans 1 heure. Tant pis, c'est pas grave. J'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, c'est vraiment, je pense que tout est vraiment une question d'objectif, de discipline et de vraiment avoir la mentalité de rester positif et de tout donner vraiment pour réussir. C'est vraiment, vraiment quelque chose
sur quoi je marche tous les jours, le one day contract. Et quelque chose que je dis aux États-Unis tous les jours, et je ne l'ai pas inventé, je la vole, et je vais le dire aussi en français, mais en anglais, parce que évidemment c'est d'où ça vient. Mais it's not what you're willing to do, is not what you're capable of, is what you're willing to do. Donc c'est pas ce que tu es capable de faire l'important, c'est ce que tu es prêt à faire. Tout le monde est capable de travailler 24 heures sur 24, mais est-ce que tu es prêt à le faire? Parce que voilà, Thomas le dit souvent et me prend en exemple Thomas Drouot, qui est maintenant assistant à Orléans en Pro A, à l'époque au PL, qui me disait Elliot a été le plus assidu tout le temps à venir aux entraînements. Il a peut-être raison. Je ne faisais même pas attention à qui venait pas. Je pensais qu'à regarder l'entraînement. Mais il disait voilà. Et dans ce sens-là, tout le monde aurait pu venir tous les jours du matin au soir, tout comme moi je le faisais. Mais j'étais le seul. Pourquoi? Je n'ai pas les réponses. Moi, je sais juste que c'est ce que je voulais. Je voulais venir tous les jours. Et donc voilà, tout le monde était capable de venir tous les jours. Mais qui était prêt à le faire tous les jours? Et on en revient sur ce bus, sur cette discipline, sur cette gestion du temps, sur cette gestion des priorités. Voilà. Et encore une fois, il y a des personnes, ça va pas forcément. Voilà, si j'ai 40 ans et que je suis père de famille, que je coach en National 2 et que voilà, ou en National 3, en National 1, peu importe, ça peut, voilà, ça varie évidemment. Ce message peut rentrer dans une oreille et sortir de l'autre, et c'est totalement compréhensible. C'est légitime, mais c'est vraiment c'est les exemples et sur quoi, c'est les exemples que j'ai vraiment à vous donner, parce que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Aux États-Unis, on dit tout le temps, c'est impossible jusqu'au jour où quelqu'un le rend possible. C'est impossible jusqu'au jour où quelqu'un le fait. Voilà, tout le monde disait qu'il n'y aurait jamais de coach international en NBA. Et il y avait Igor Kikoskov, le Serbe, qui coachait les Suns l'année dernière avant qu'il se fasse malheureusement virer. Voilà. Et qu'il n'y aurait pas de Français en NBA. Il y en a eu 3 l'année dernière. Voilà. Et cette année, je crois qu'on est 3 ou 4. Et donc voilà, c'est des choses comme ça. Pourquoi pas? Provoquez votre chance, donnez-vous à fond, conduisez votre bus. Voilà, il y aura des arrêts que vous contrôlez, que vous ne contrôlez pas. Il y aura des gens que vous pouvez rentrer ou sortir dans votre bus. Et c'est vraiment, voilà. Et ayez vos objectifs, restez vraiment discipliné. Restez vraiment discipliné. Et c'est vraiment, est-ce que vous le voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment? Moi, je donne tout le temps l'exemple. Et ça paraît fou, mais c'est une réalité. Et ma mère peut en témoigner. Je rentre chaque été en France pendant un mois et demi. Je vois ma mère un jour sur un mois et demi. Un jour. Quand elle vient me chercher à l'aéroport. Et je m'en veux. Je m'en veux parce qu'un jour, je vais peut-être le regretter, peut-être, mais c'est tout pour mes objectifs. C'est tout pour mes objectifs et pour justement arriver où je veux arriver. Parce qu'à chaque fois que je rentre en France, je voyage en Europe. Je vais voir des coachs d'Euroleague, je vais voir des coachs d'Eurocup, je vais voir des entraînements, je vais voir des joueurs. Et je vais voir certains coachs en France, en Pro A, en Pro B, parce que j'essaie d'apprendre, j'essaie de communiquer, j'essaie de, voilà, d'avoir des nouvelles connexions, j'essaie de voir des nouveaux exercices. Et c'est que ça, parce que voilà, c'est pourquoi je ne le ferai pas. Voilà, pourquoi je gère tout mon temps, il est pour le basket, parce que c'est ce que je veux faire. Et c'est comme ça, voilà, que je vis au jour le jour. Super, super. Bah écoute, on a été très heureux en tout cas d'être monté un petit peu dans ton bus ce soir, tous. Merci beaucoup de ta disponibilité. Non, merci à vous. Bon courage pour la suite, et notamment pour la draft qui arrive. Et puis, écoute, on va suivre Détroit de manière peut-être un petit peu différente la saison qui arrive. Ça marche. Bon, en tout cas, merci encore une fois, hein, merci à toi, Thomas. Merci à Pas de Nicolas. souci. Merci à toi. Et ça fait vraiment plaisir et de voir, parce que pour l'anecdote, une autre, Thomas et moi, on se connaît depuis très longtemps. Thomas, il m'a coaché à Dijon à l'époque, en stage, les étés et tout ça. Et après, on a commencé à coacher les uns contre les autres. Donc, C'est ça. c'est des belles histoires. C'est des C'est belles ça. histoires. Et encore une fois, le basket, ça dure qu'un temps, c'est qu'un sport. Il ne faut pas oublier, il y a des choses beaucoup plus importantes. Et encore une fois, moi, l'humain, l'échange, la communication et les relations, pour moi, c'est ce qui est le plus important, au-delà de la NBA, sincèrement. Donc, Thomas, encore merci, merci, merci pour tout. Merci à toi. Nicolas également. Et prends soin de mon gars Christophe Horn, qui fasse attention à lui. Et voilà, en tout cas, faites attention à vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et voilà, continuez de rêver gros et aller chercher ce que vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Yes, au revoir. soirée. Vous aussi. Bye bye.